Bonjour tout le monde, ici François Roberge et bienvenue sur le plateau de Roberge ce soir à Radio X. Au cours de l'émission, nous allons débattre de la situation qui entoure la grève enseignante et étudiante. Comme vous êtes certainement au courant, les enseignants revendiquent un meilleur salaire et les étudiants demandent des meilleures conditions parce que depuis la pandémie mondiale de la COVID-19, beaucoup se plaignent. La bataille qu'on voit entre le gouvernement, les enseignants et les étudiants n'est pas nouvelle. Il me semble qu'on en parle quasiment chaque année, mais on finit par jamais rien régler, en tout cas à long terme. C'est pour ça qu'on est rassemblés ici ce soir, pour essayer de mettre fin au débat qui dure depuis trop longtemps. Les enseignants, ils suivent les élèves durant l'année scolaire, puis ça fait en sorte que les enseignants, ils ont les mêmes vacances que les élèves. Puis selon moi, là, ces vacances-là, c'est les meilleures vacances possibles. 2 mois complets en été où ils restent payés, plus 2 semaines à Noël, plus la semaine de relâche, puis j'en oublie. Puis lancez-moi pas, s'il vous plaît, sur les conditions des élèves, parce que l'émission va finir à minuit. Quand j'étais à l'école, là, surtout au primaire, on n'avait pas de bonnes conditions de travail dans mon temps. De nos jours, là, les étudiants sont beaucoup trop encadrés, puis ils deviennent incapables d'agir et de penser par eux-mêmes. Les conditions en ce moment sont difficiles pour tout le monde à cause de la COVID-19, mais les enfants doivent se ressaisir, surtout les étudiants post-secondaires. Parce que ces étudiants-là, ils représentent la voix des étudiants de la province, mais peut-être qu'ils devraient se concentrer sur eux-mêmes à la place de revendiquer à tout bout de champ. Ça fait aucun sens. Dans n'importe quelle négociation avec le gouvernement, là, quand on parle d'argent, il faut qu'on parle du budget gouvernemental puis des fonds disponibles. En temps de pandémie mondiale, là, je trouve que le gouvernement québécois gère bien la crise, là, même que l'économie pourrait être un peu meilleure. Alors que les enseignants demandent une hausse de salaire, là, il faut comprendre que le gouvernement, dans la situation actuelle, ils n'ont pas les moyens de payer cette hausse-là. Le budget est vraiment serré, puis si on veut absolument augmenter la paie des enseignants, il va falloir que nous, le peuple, on paye plus de taxes. Je peux imaginer votre visage en train de conduire votre char en ce moment. Encore une hausse de taxes? Et oui, en plus que certains d'entre vous n'ont pas travaillé depuis plusieurs mois, puis ils cherchent du travail depuis longtemps aussi. Justement, pour la première heure de l'émission, j'ai invité les 5 personnes qui sont expertes dans le sujet, et puis je vais vous les présenter. Donc voici mes invités ce soir. La professeure Lynn Abdallah, Bonjour. la ministre de l'Éducation Julie Collin, Salut. l'étudiante universitaire Valérie Gosselin, Bonjour. la directrice d'école Rose Belair, Bonjour. et enfin Lucie Carenzi, mère de plusieurs enfants au primaire. Bonjour. Donc, premièrement, on va donner la parole à une personne qui est vraiment impliquée dans la crise en ce moment, Madame Abdallah, qui est professeure. Qu'est-ce que vous pensez de la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment? Je suis enseignante depuis environ 4 ans et demi et ce qui me donne de l'expérience dans ce domaine. Je participe à ces débats dans ce plateau de télévision pour soutenir l'idée que le budget dans l'éducation n'est pas assez et qu'il faut faire des changements pour améliorer les conditions des professeurs et des élèves. Je suis bien malheureuse de dire que la plupart des élèves, des professeurs qui font des heures supplémentaires, prend la grande majorité de leur temps pour rester à l'école. Il y a effectivement un très grand épuisement moral et physique par les professeurs et ils ne sont pas payés en plus. Les enseignants sont psychologiquement, ça influence psychologiquement et ça affecte la vie de leurs étudiants. Il y a aussi plusieurs conséquences à cela, comme la diminution de la motivation et la baisse de la performance au travail. Nous pouvons prendre l'exemple des professeurs qui s'expriment en disant qu'ils passent plus de temps avec leurs élèves que leurs propres enfants, ce qui est une situation très, très triste. Les heures supplémentaires mènent aussi à de la fatigue physique. La fatigue de l'enseignant a un grand effet sur la réussite des étudiants. C'est le cas des professeurs secondaires dans l'absence de leur fatigue, avantage les élèves dans leur études. Il y a un an, j'avais une élève, Katia, qui était à son affaire et remettait ses travaux à temps, sans problème. Quand j'étais dans ma période de fatigue et pas de bonne humeur à la suite des heures supplémentaires, j'ai remarqué qu'elle a été affectée et ses notes avaient commencé à diminuer. Il y a aussi le fait que les enseignants ne sont pas payés pour les heures supplémentaires et qu'il y a un grand écart entre les salaires au Canada et d'autres pays dans le monde. Mais là, Madame la ministre, là, vous pensez quand même pas que l'éducation manque d'argent? Alors non, pas du tout.
Alors, comme mentionné tout à l'heure, je fais effectivement partie du ministère de l'Éducation. Ça fera maintenant bientôt 12 ans. Donc, faites-moi confiance quand je vous dis que notre système d'éducation n'a pas besoin de plus de support financier de la part de notre gouvernement, puisqu'on est assez chanceux comme ça. Par rapport à quoi vous vous demandez? Eh bien, si je peux en citer un comme ça, nous bénéficions tous d'un système gratuit. Ce que nous savons n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. En effet, saviez-vous, mesdames et messieurs, que plus de 61 millions d'enfants n'ont pas accès à l'éducation et près de 759 millions d'adultes sont analphabètes à ce jour dans le monde? La majorité de ces cas est due au fait que les pays sont peu développés, ce qui fait que ceux qui peuvent profiter de ce luxe sont souvent les familles riches du pays pouvant se permettre de payer l'éducation de leurs enfants. Ces situations occurrent lorsqu'un pays est malheureusement trop pauvre pour que le gouvernement puisse lui subvenir une aide adéquate. Du coup, dans ces conditions, c'est malheureusement chacun pour soi, faisant que très peu arrivent à bien s'en sortir. Contrairement à eux, nous sommes chanceux puisque le Québec parvient parfaitement à aider sa communauté. Si les coûts de l'éducation étaient trop chers, nous ne serions certainement pas reconnus pour notre niveau de qualité de vie qui est remarquable selon l'opinion de plusieurs pays du monde. Nous nous démarquons sur plusieurs domaines, dont l'excellence de notre éducation avec nos nombreux programmes renommés mondialement, des infrastructures ultra modernes dans des milliers d'établissements de l'enseignement de notre province, que ce soit laboratoires de haute technologie, salles d'informatique, d'installations sportives ou même de théâtre. D'ailleurs, les frais de scolarité pour les étudiants internationaux et le coût de la vie au Québec font partie des plus bas de l'Amérique du Nord. En plus de vivre dans un milieu de vie sécuritaire parmi une société juste, égalitaire, démocratique et diversifiée, faisant ainsi partie du classement du taux de criminalité le plus bas d'Amérique du Nord aussi. Aucun d'entre vous ne peut attester du contraire, ce qui prouve qu'effectivement nous avons de la chance par rapport aux autres régions du monde et que nous fournissons bien assez de quoi offrir une bonne éducation et une chance à tous d'avoir une bonne qualité de vie. Désolé de vous interrompre, là, mais je pense que notre étudiante universitaire a quelque chose à dire à ce sujet-là. Merci. Comme a été mentionné tantôt, je suis étudiante en première année d'Université de Montréal dans le domaine de l'éducation. Je comprends, Madame la ministre, mais vous oubliez quelque chose. Les fournitures scolaires coûtent trop cher pour les parents et les étudiants. En ce qui nous concerne, les étudiants, nous devons souvent dépenser nous-mêmes pour pouvoir acheter nos fournitures scolaires, car certains d'entre nous n'avons même pas la chance de demander à nos parents ou seulement parce que nous venons d'une très grande famille. Chaque fois qu'un étudiant dépense pour ses effets de scolarité, il contribue aussi aux photocopies pour les enseignants imprimés. Mais si cela n'est pas qu'un petit pourcentage, nous payons des services scolaires que nous n'utilisons même pas. En tant qu'étudiante, je suis obligée de demander de l'aide financière à l'école pour payer mes études à cause qu'il y a une augmentation de frais de scolarité. L'égalité des frais de scolarité n'est pas là. Il y a plusieurs situations qui sont difficiles pour les jeunes en ce qui concerne les frais. Un très bon exemple, celui de la pandémie de la COVID-19. Nous comprenons en tant qu'étudiants que le gouvernement est pour l'éducation et pour la réussite des étudiants, mais il hausse les frais de scolarité de 3,1 %. Ce qui nous frustre en tant qu'étudiants, c'est que le gouvernement ne pense pas aux étudiants qui ont de la difficulté financière et que malheureusement, ils sont soit refusés pour des prêts et bourses ou n'ont juste pas les moyens. Ils pensent seulement à son apparence. Nous sommes obligés de payer dans nos frais de scolarité qui incluent la sécurité de l'école, les psychologues, les concierges, etc. Ce n'est pas à nous, mais à l'école et au gouvernement de trouver un moyen d'avoir ces emplois et de les payer sans l'argent des étudiants. Je comprends votre position, mademoiselle Gosselin. J'ai moi-même été étudiante et je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Mais sachez que le système qu'on a aujourd'hui au Québec fait en sorte que tous les élèves puissent aller à l'école gratuitement. Les parents n'ont qu'à payer les frais supplémentaires comme les coûts reliés aux livres, au matériel, aux sorties et à l'uniforme scolaire. Le problème, c'est que tous les élèves bénéficient de cette subvention, même si l'élève décide d'aller au privé. Lorsqu'un enfant va à l'école privée, ses parents vont payer une certaine somme pour que l'éducation soit meilleure. Mais le gouvernement en paye une partie aussi. Ce qui fait en sorte que l'enfant aura statistiquement de meilleures chances de réussite ainsi que de meilleures conditions d'apprentissage. De plus, les écoles privées n'ont pas de commission, donc ils redistribuent l'argent et l'investissent sur les élèves. Les dirigeants du privé ont donc plus de budget pour améliorer leurs écoles, mais les élèves du public n'ont pas accès à ces services
et leurs parents n'ont pas nécessairement le budget pour les envoyer au privé. C'est injuste que le gouvernement donne l'argent à ceux qui choisissent d'aller au privé. En Ontario, ils l'ont compris, puisque le gouvernement ne finance pas les écoles privées, et donc seulement 5% des jeunes ontariens vont à l'école privée, comparativement à 20% pour le Québec. Il faut que le gouvernement cesse d'aider ceux qui sont déjà riches pour pouvoir aider les moins riches. Mais ce n'est pas en augmentant le budget qu'on va pouvoir aider le système. Il faut que certaines aides financières, comme celle du privé, soient abolies pour que le système public puisse avoir une plus grosse somme dans ses poches. Question de rajouter un peu de piquant à l'émission. On vient de me dire que mon équipe a publié un sondage sur tous les réseaux sociaux possibles. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tous les trucs de jeunes. Là. On veut savoir ce que vous pensez du débat et de la question du budget. Répondez en grand nombre et je vous dévoile les résultats à la fin de l'émission. Madame Carenzi, vous qui avez des enfants en primaire, vous pensez quoi de cette grève complètement absurde? Moi, je pense que cette grève est tout à fait fondée. Oui, j'ai 2 enfants, mais je suis aussi conseillère financière et j'aide mon école de quartier avec son budget. Donc, je peux voir qu'il manque justement de budget dans les écoles pour qu'elle ait une évolution naturelle. En effet, il manque 1,4 milliard de dollars dans le budget pour suivre les coûts des systèmes de 2003-2004. De plus, celui-ci manque de prévisibilité puisque les dépenses peuvent augmenter de 2% à 4%, ce qui est une grosse différence. Il y a plusieurs choses qui rentrent dans les dépenses, telles que l'entretien d'établissement, les caisses de retraite des employés et l'augmentation des salaires en raison du vieillissement des employés. En regardant les dépenses des dernières années, on peut voir qu'en 2012, il y a eu une augmentation de 1,6%. Par la suite, c'était 4,1%. Après, c'était 0,1% et finalement 5,4%. Cela montre qu'il n'y a aucune stabilité dans le pourcentage d'augmentation. Donc, c'est dur pour les écoles d'avoir un bon budget planifié. C'est d'une année à l'autre, on peut passer d'une augmentation de 5,4% à une de 0,1%. De plus, le manque de budget fait que l'état des écoles est moins que favorable et le fait qu'ils ne sont pas en bon état ne va pas encourager les jeunes à rester et poursuivre leur éducation, ce qui ne va pas encourager l'évolution du réseau scolaire. En effet, il y a un déficit de 3,3 milliards de dollars dans l'entretien des écoles. On ne peut pas évoluer sans l'aide ou le budget nécessaire. Alors là, c'est tout bonnement absurde. Oui, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, madame, mais sans vous manquer de respect, vos remarques sont stupides. Je veux dire, enfin, vous savez très bien qu'il y a certains domaines qui requièrent beaucoup plus l'attention du gouvernement financièrement, comme le domaine de la santé, par exemple. Nous faisons partie de l'un des rares pays qui bénéficie d'un système de santé presque entièrement couvert par notre gouvernement. Vous pensez que cet argent tombe du ciel ou quoi? Elle vient de nous et de nos taxes. Un domaine aussi complexe requiert aussi énormément de support. Non, mais vous vous rendez compte que les coûts s'élèveraient à peu près 242 milliards de dollars par an pour toute la population canadienne. Cela fait près de 50 ans aujourd'hui que notre système est stable et acclamé par une centaine de pays qui ne possèdent pas un tel confort. Nous avons beaucoup évolué en tant que région et nous avons bâti un système solide pour subvenir aux besoins de la façon la plus égale qui soit. Il nous faudrait donc bouleverser tout cela pour augmenter le budget mis dans l'éducation qui est jugé juste et approprié comparé à la majorité. Cela sans compter le système carcéral qui requiert également tout autant d'attention financière. Bien sûr, vous ne vous imaginez pas non plus que le coût moyen de l'incarcération et l'entretien d'un détenu était jugé être en moyenne 114 587 dollars par an. C'est plus qu'un salaire de médecin en début de carrière. Bien sûr, il y a beaucoup plus de compétences qui requièrent l'intérêt et les soins de notre administration. Tout cela pour dire que nous essayons vraiment de notre mieux de rendre la vie facile et meilleure pour tous. Mais il faut aussi penser aux autres parce que nous sommes une société et nous vivons tous d'autres choses que l'éducation. Certes, elle peut être coûteuse, mais il faut comprendre que nous essayons de donner une chance au maximum de gens que nous pouvons. Je comprends votre point, Madame Collin, et je suis d'accord qu'il ne faut pas rajouter de l'argent. Mais il faut changer quelque chose au système. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des failles au système actuel, et ça, personne ne peut le nier. Il faut qu'on repense le système au grand complet. Surtout les commissions scolaires. En ce moment, c'est les commissions scolaires qui gèrent les écoles et qui redistribuent l'argent qu'ils obtiennent du ministère de l'Éducation. Au Québec, on compte 72 commissions scolaires, ce qui est énorme. Il y a plusieurs conseils qui gèrent les écoles de toute la province et ces conseils, qui ne sont pas toujours nécessaires, sont composés de personnes qui doivent être payées. À cause de leur salaire, on perd de l'argent qui pourrait éventuellement aider les élèves. Si l'organisation était moins compliquée et que l'argent passait par moins de personnes, on pourrait avoir un plus gros budget
pour pouvoir améliorer le système scolaire. Cet argent n'irait pas dans des salaires inutiles, mais dans la poche des écoles et donc dans celle des élèves. Heureusement, il y a un projet de loi qui est en train de se mettre en place pour pouvoir transformer les commissions scolaires. Ce projet de loi 40 permettra d'économiser plus de 10 millions de dollars par année parce que certains salaires seront coupés quand on passera au centre de services scolaires. Vous vous rendez compte, 10 millions de dollars, c'est énorme. Il restera quand même encore 70 centres scolaires, mais cette loi aura quand même un bénéfice monétaire et permettra aux élèves d'être encore plus entendus par ceux qui dirigent leur école. Ce projet de loi prouve ce que j'avance. Il suffit de changer le système pour pouvoir voir apparaître un gain. Je comprends votre point de vue, Madame la directrice. Par contre, est-il à 100% sûr que ce projet de loi va marcher? Je rajoute aussi qu'il y a plusieurs écoles qui sont surpeuplées d'élèves et n'ont pas assez de classes. Les élèves de plus rentrent dans des écoles déjà pleines et nous ne bâtissons pas de nouvelles institutions pour régler le problème. Les étudiants doivent s'adapter à cette mauvaise situation qui a beaucoup de conséquences, comme vous le savez, le manque d'attention des élèves en classe et les formés par les professeurs pour contrôler les enfants. Il y a plusieurs exemples qui peuvent confirmer ce que je dis. C'est le cas de ma collègue dans une autre école qui avait beaucoup de la difficulté à contrôler sa classe d'environ 36 élèves. Je dis bien 36 élèves. Et elle ne savait pas, elle ne savait pas quoi faire. Il y a également dans des écoles, des bibliothèques et d'autres locaux, comme celui pour école de musique, qui sont transformés en salles de cours, car c'est dans le besoin de diminuer ce qui diminue les services par les élèves. Toutes ces conditions montrent qu'il est difficile de gérer la situation et qu'il n'y a pas assez de budget mis pour avoir de nouvelles écoles et mettre du confort dans la vie étudiante des jeunes. C'est difficile comme situation, il faut changer cela. C'est devenu sérieux qu'il faut changer, mais qu'il faut demander aux parents de l'aide pour financer les meubles des locaux supplémentaires de plusieurs écoles. Pour résumer, il faut mettre plus de budget dans l'éducation pour avoir de nouvelles conditions de travail pour les étudiants et les enseignants. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Mme Karenzi? Absolument. Comme parent, je veux que mes enfants aient les meilleures opportunités dans la vie et cela vient avec de bons enseignants. Je travaille avec beaucoup de professeurs, donc je connais un peu les difficultés qu'ils doivent affronter. Je me souviens de quand ma collègue m'a parlé de toutes les fois où elle devait acheter son propre matériel puisque le budget qui lui était donné n'était pas suffisant pour le faire. Elle a dû dépenser jusqu'à 500 $ pour du matériel tel que des crayons ou juste de la craie. Ça n'a aucun sens et ce ne serait pas le cas si le budget scolaire était plus élevé. De plus, nous sommes tous déjà allés dans une classe. Nous avons vu qu'elles sont souvent bien décorées pour créer une ambiance agréable et confortable pour les élèves. Donc, tout cela doit venir de leur portefeuille. Cela ne devrait pas être une réalité. Comme tous les parents le savent aussi, ça arrive que mes enfants oublient leur trousse à crayon ou leur cahier puisqu'ils faisaient leur devoir le soir avant. Donc, c'est réconfortant de savoir que leur enseignant a toujours des crayons ou du papier qui peuvent leur être prêtés pour être sûr qu'ils ne prennent pas de retard. Malheureusement, ces matériaux ne sont pas gratuits et les écoles n'ont pas assez d'argent pour aider ce problème. Finalement, le conditionnement positif est la meilleure façon de renforcer un comportement. Moi, je vois la joie de mes enfants quand ils reviennent de l'école, ils ont reçu un certificat ou une gâterie pour avoir eu la meilleure note ou pour avoir répondu le plus rapidement en classe ou même juste pour avoir passé une bonne journée. Le fait que les enseignants doivent payer pour ces récompenses est très ridicule et ce ne serait pas le cas si le budget scolaire était plus élevé. Bon, on peut voir que madame a fait ses recherches avant de venir à l'émission. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait faire un dernier point? Oui, moi, tout ce que nous avons dit depuis le début de ce débat est très intéressant, mais nous avons oublié le concept de l'éducation. C'est un droit fondamental, car cela nous permet d'acquérir des connaissances et cela nous ouvre des horizons. De plus, l'éducation nous permet d'augmenter dans les possibilités de développement social, personnel et scolaire. Les institutions ne peuvent pas nous interdire d'apprendre par notre couleur de peau, notre religion, notre ethnie, notre âge, si on a un handicap ou même une situation économique difficile. Cela est de la discrimination envers les droits humains qui aide à apprendre et de s'enrichir à travers des connaissances. Il y a des moyens pour aider les personnes qui ont des problèmes financiers ou un handicap. L'éducation est fondamentale pour les jeunes car cela permet de ne pas faire de la distinction entre les hommes
et les femmes au sujet de qui est meilleur et qui peut étudier. Cela aussi réduit les inégalités entre les pauvres et les riches, car il y a des organismes qui permettent d'aider ceux qui ont de la difficulté financière. Globalement, il y a 8,2% des enfants en âge d'aller à l'école primaire qui ne sont pas scolarisés. C'est pour cela qu'il faut apprendre à nos jeunes que l'éducation est importante pour pouvoir s'éduquer et avoir un meilleur futur. Au Canada, par exemple, il y a des lois qui sont mises en place pour être sûr que les jeunes vont à l'école et s'éduquent. De plus, il y a des lois qui sont mises en place pour ne pas discriminer les autres dans les établissements scolaires. Malheureusement, ça va être tout pour la première heure de Repère ce soir. J'espère que, mesdames et messieurs, vous avez bien aimé ce qu'on vous a présenté. C'est maintenant le temps, avant d'aller à la pause, de dévoiler le gagnant du sondage. Donc, les chiffres qu'on m'a dit, 80% pour l'augmentation du budget.